Alors non, il ne suffit pas d'installer un sticky add to cart, d'avoir n'importe quelle application de bundle, un sidecar ou de zapper ton étape de carte, donc de faire un direct to checkout pour exploser le taux de conversion de ta boutique en ligne. C'est pas si facile que ça. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment fonctionne un audit CRO, c'est-à-dire que comment en fait on met à plat toutes les stats que tu reçois sur ta boutique Shopify, comment on mène une étude heuristique avancée, comment on va réunir un maximum de constats pour formuler une roadmap d'amélioration et d'optimisation afin d'optimiser les performances de ta boutique, taux de conversion, rétention, panier moyen, taux de leads, d'add to cart, taux de rebond, etc., etc. En fonction évidemment des points de friction qu'on va identifier sur ton tunnel de vente, on va pouvoir s'orienter sur différents endroits. Je vais prendre comme exemple la page d'audit du site de la boîte parce qu'on l'a bien travaillé, il y a beaucoup de contenu dessus et comme ça va me permettre d'avoir un fil conducteur qui va me permettre aussi de te commenter avec des exemples concrets la manière dont on mène un audit CRO qui est le pilier et la base pour commencer à optimiser une boutique e-commerce, particulièrement sur Shopify. Si tu me connais, on bosse que sur cette plateforme. Alors, est-ce que votre taux de conversion vous inquiète? Est-ce que vos statistiques ne sont pas à la hauteur de vos espérances? Ou alors vous souhaitez simplement faire face à l'augmentation des coûts publicitaires? Tout le but de l'audit, de l'optimisation qu'on va faire sur ce site répond à ça, ok? L'audit, comme je disais, c'est la première étape. Le but, c'est de faire un état des lieux, d'analyser votre tunnel de vente de manière visuelle. Certes, on va cliquer sur tous les boutons, mais ça, c'est des étapes qui viennent après. Avant, on va regarder évidemment tout ce qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu, l'analyse de données, les heatmaps, etc., etc., pour avoir un niveau d'information qui est quasi parfait. Peut pas être vraiment parfait, mais qu'il est presque, pour formuler des solutions qui sont pertinentes, qui sont basées sur des constats qui sont pertinents et qui ne sont pas sortis de notre chapeau. Un audit d'optimisation de taux de conversion, comme je disais, ce n'est pas un process facile. Évidemment qu'on souhaite modifier des choses sur notre boutique pour améliorer ses performances. Même si vous êtes satisfait par votre taux de conversion, on peut faire mieux. C'est sûr et certain. Votre site n'est pas parfait, il bougera toujours et c'est le cas des plus grosses marques qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y a toujours des expérimentations qui sont en cours. Mais ces expérimentations qui sont en cours, elles existent pour une raison. Et malheureusement, on ne peut pas lancer plusieurs tests en même temps sur une boutique e-commerce. Donc, il faut savoir ce qu'on va placer tout en haut de la pile. Et pour savoir ce qu'on va passer tout en haut de la pile, il faut mener cet audit, il faut attribuer un score aux tâches qu'on va modifier pour savoir justement qu'est-ce qui va aller en haut, etc., etc. Et c'est tout ce que je vais vous détailler là-dedans. Donc, mettre en place une vraie méthode d'optimisation de conversion, c'est arrêter de modifier votre boutique en ligne sur la base d'émotions, de suppositions, pire, et ça c'est vraiment le pire qui puisse arriver, parce qu'un concurrent l'a fait. Le concurrent, c'est une source d'information, mais il y en a d'autres, voire des dizaines d'autres à côté qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Comme je disais, c'est le pilier de cette méthode, donc il permet de tout mettre à plat et de vous donner une vision du comportement de vos utilisateurs que vous n'avez jamais vu jusqu'à présent. L'audit, il prend la forme d'un document qu'on découpe en deux grandes parties principales. La première, c'est les constats et la deuxième, c'est les solutions. Parmi les constats, on va pouvoir identifier plein de trucs, genre un élément de menu qui est jamais cliqué, une information produit qui est primordiale pour la prise de décision mais qui est jamais découverte. Je donne un exemple, mais la plupart des marques qu'on audite, surtout des marques qui sont assez jeunes, ont les informations, je dirais pas primordiales, parce que les informations qui contribuent de manière bête et méchante, et surtout les objections de base dans ton funnel d'achat, si tu as déjà stabilisé des ventes sur ta boutique e-commerce, c'est souvent le prix, c'est l'offre, c'est quelques modalités, etc. Mais par contre, il y a plein d'informations qui sont souvent cachées dans des pages savoir-faire, histoire, à propos, etc., sur lesquelles vous donnez beaucoup de contenu, du contenu que personne ne voit. Et nous, naturellement, c'est une partie de l'audit aussi, c'est d'identifier ce contenu-là, l'information dont l'utilisateur a besoin, et de le mettre à l'endroit où l'utilisateur est présent. En e-commerce, vous avez la chance de pouvoir convertir des personnes sans avoir à leur parler un à un au téléphone et adapter votre discours pour ces personnes-là. Le but, c'est au minimum d'avoir un discours qui est généraliste sur votre fiche produit et de regrouper un maximum d'informations pertinentes pour contribuer à sa prise de décision. Plus tard, d'avoir des discours personnalisés pour les types d'audience qui arrivent, mais on en parlera un petit peu plus loin. Pour trouver un maximum de problèmes et surtout un maximum de solutions pertinentes, il faut multiplier les sources d'informations. Parce que plus on a de sources d'informations
qui viennent confirmer un problème ou une solution, techniquement, plus l'action est menée, et donc cette solution sera considérée comme impactante, pertinente, et donc sera placée en haut de la pile. Donc parmi les constats, on va passer au peigne fin, les concurrents. Comme je disais, c'est une source d'information. On va aller voir les données quantitatives, donc c'est une autre source d'information qui va être divisée en plusieurs branches parce qu'on va avoir Analytics, on va avoir Shopify, on va avoir la vitesse de chargement. Je dis Analytics et je dis Shopify parce que sur les deux, on va retrouver des Analytics. Mais tout le monde n'a pas une configuration de remontée de données server-side. Je ferai un contenu vraiment à part sur ce sujet-là. Mais globalement, Shopify a le niveau de données le plus précis. Okay, parce que c'est considéré comme des données serveurs. Sur Analytics, vous avez toujours une perte de données allant de 10 à 30%. Ce qui est intéressant, c'est que sur les pourcentages, sur des gros chiffres, on retrouve les mêmes infos que sur Shopify. Par contre, sur le nombre de transactions, etc., on a de la perte. Ce qui est justifié par iOS 14, les bloqueurs de pub, etc. Aujourd'hui, tu as des solutions qui te permettent d'avoir un niveau de remontée de données sur Analytics qui est quasi parfait, comme sur tes régies publicitaires. Mais donc, dans un premier temps, il va de soi de comprendre et d'analyser cette perte pour aussi la prendre en compte dans tes analyses. Et pire, essayer de capter même des problèmes de configuration d'Analytics parce qu'il y a des données sur lesquelles on ne pourra pas forcément se baser. Typiquement, c'est souvent les taux de rebond qui déconnent. Du moins, je l'ai vu sur plusieurs comptes Analytics. On a souvent des taux de rebond à 1, 2, 3%, ce qui n'arrive jamais. Et donc, parfois, c'est simplement dû à un problème de configuration d'Analytics ou simplement le fait que le script est chargé trop tard, etc. Ensuite, on aura les données qualitatives, zone de chaleur, carte de scroll, les interactions et comportements de vos utilisateurs, parce que c'est des gens comme vous et moi qui posent des questions, qui ont des objections conscientes, inconscientes, il faut les identifier. Votre acquisition est créative pour comprendre le niveau d'éducation des utilisateurs qui arrivent sur votre site et les différents niveaux d'éducation d'utilisateurs qui arrivent sur votre site via une ou plusieurs régies publicitaires. Et enfin, votre site via une analyse heuristique. Vous comprendrez que généralement dans la partie d'audit, on passe sur votre site une fois qu'on a déjà vu tout ce qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu en cliquant sur des boutons simplement sur votre site. Évidemment, je vais vous détailler chacune de ces étapes un petit peu plus bas. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une vidéo qui va être potentiellement assez longue, mais le but c'est de créer encore une fois du contenu complet sur cette chaîne, technique, avancé, qui va vous permettre aussi, vous, je l'espère, si vous avez une boutique e-commerce, de mener des premières phases d'audit de votre côté, de vous détacher de la tête dans le guidon, parce que c'est souvent ce qui arrive, et de prendre un petit peu plus de recul sur votre donnée, la comprendre, et pouvoir surtout le mieux du coup, en tirer des actions à mener. Parce que quand vous regardez votre analytique sur Shopify, vous allez voir 1,26% de conversion aujourd'hui, hier, mais vous n'allez jamais avoir des actions précises à mener parce que c'est un taux de conversion qui est vague, qui mêle toutes vos sources de trafic, qui mêle toutes les pages d'atterrissage, qui mêle tout et n'importe quoi et qui ne vous donne jamais d'informations précises sur le problème qu'il y a dans votre funnel de vente. Et je parle que du taux de conversion. Les solutions d'audit CRO, donc ça arrive après les constats évidemment, donc en combinant une expertise e-com parce que c'est un truc que tu peux pas zapper quoi. Genre on lance une dizaine de tests par jour sur des grosses boutiques e-commerce. Évidemment que les conclusions qu'on a tirées sur des typologies de produits, de marché, etc. qui sont similaires contribuent aussi à notre analyse et orientent notre analyse dans l'audit de conversion et évidemment améliorent la valeur que ça apporte à la fin. Mais vous avez aussi une expertise en e-commerce. Techniquement, si vous checkez cette vidéo, vous comprenez votre funnel de vente, vous comprenez vos utilisateurs mieux que moi, je pourrais les comprendre, même si je retourne tout votre support client parce que vous avez été dans toutes les étapes de la création de votre boîte. Donc, vous avez techniquement déjà un niveau d'information qui est supérieur au mien. À vous de suivre ces étapes aussi pour aller identifier des points de friction ou autres. Donc on commencera à lister les solutions une fois qu'on est passé sur tous les constats. Vous vous rendrez compte que le taux de conversion achat, ce n'est pas la seule donnée sur laquelle on va se concentrer, comme je le disais au début. Ce qu'on recherche avant tout, c'est de tirer plus de rentabilité de chaque euro investi en trafic, donc en publicité. Et parmi les solutions, on retrouvera plusieurs types d'actions, généralement 4. La première, c'est les bugs, c'est les choses à régler en prio, en numéro 1. Alors il y a des bugs qu'on va pouvoir identifier très facilement. Par exemple, je sais pas, si j'arrive pas à ajouter
acheté au panier, c'est un bug. C'était même un très gros bug. Et je dis ça, je rigole, vous rigolez peut-être, mais ça arrive encore aujourd'hui sur des grosses boutiques où on ne peut pas commander pendant quelques heures, ou alors le système de variante quand il manque une quantité ne fonctionne pas. Il faut tester évidemment tous les cas d'étude, mais ça c'est des bugs faciles à identifier. Des bugs moins faciles à identifier se cachent potentiellement sur des navigateurs que vous n'utilisez pas, que vous n'avez pas sur votre PC, qu'aucune personne de votre team n'a sur votre PC. Et nous, c'est notre rôle aussi de vérifier la compatibilité évidemment de votre thème, des composants que vous avez à l'intérieur de votre boutique. Vitesse de chargement, c'est un sujet complexe qui peut vite devenir une priorité. J'en parle sur la vidéo refonte qui va s'afficher juste ici. À noter que tout ce qu'on va faire ici, et le but d'un audit CRO, c'est pas de formuler des maquettes finales d'un site web. En fait, on va pas s'embêter à aller chercher si loin dans les stats de la boîte pour mener des hypothèses d'amélioration, qui restent des hypothèses, si on va toutes les changer et les insérer d'un coup sur votre boutique. Donc le but de l'audit, c'est de tout mettre à plat, de régler les bugs, parce qu'un bug ça se teste pas, ça se règle, d'intégrer potentiellement quelques quick wins qui sont des petites modifications qui ne nécessitent pas forcément un A/B test, mais après d'enchaîner des itérations sur le site et des tests dans lesquels on va diviser le trafic en deux parties, on va lui montrer le composant, on va lui cacher le composant, on va voir comment il réagit et donc on va savoir sur quoi continuer à creuser, etc. etc. C'est juste petit disclaimer, on n'est pas là juste pour sortir des designs et des maquettes, dire que tiens on refond l'expérience une fois et tout fonctionne. On peut se tromper même avec une analyse qui est poussée et on a envie de savoir absolument où on se trompe pour savoir sur quel type de tâche ne pas continuer à creuser et évidemment s'orienter sur les choses qui apportent vraiment du résultat et auxquelles votre trafic est sensible. Et c'est aussi l'intérêt d'un audit CRO, c'est qu'il n'y a pas de généralité. Et toutes les modifications doivent être propres à votre site et aux données qu'on a reçues sur votre site. Alors évidemment, on ne peut pas faire des dingueries sur une boutique e-commerce, il y a des choses qui vont se répéter sur la manière dont tu structures ton offre et tout, etc. Par contre, on va toujours arriver à des conclusions différentes d'une boutique à une autre, même parfois, souvent, en tout cas ça arrive et c'est déjà arrivé, sur des boutiques qui vendent le même produit à la même audience. On était au quick win, donc les quick wins c'est des micro-changements qui ne valent pas la peine d'être A/B testés, mais qui forment ensemble un ensemble de bonnes pratiques adaptées à votre trafic et votre typologie de produit. Et puis enfin, les A/B tests, les hypothèses d'A/B tests, c'est ce qu'on va aller chercher via ces solutions, voire même l'audit CRO global. Donc c'est sur ce genre d'action qu'on va aller chercher un max de résultats. Dans ces hypothèses, on va remettre en question votre pricing, vos offres, navigation, cross-sell et tout ce qui peut impacter positivement et de manière la plus forte possible vos perfs. Enfin, on va rassembler toutes nos hypothèses les plus pertinentes sur des maquettes afin de les définir visuellement pour vous projeter vers un résultat final. Ok ? Donc là, on a des maquettes juste en dessous, je vais pouvoir vous les détailler. C'est lié un petit peu au warning que je vous ai fait avant. Le but, c'est pas de dire tiens, la conclusion de l'audit, c'est ça, ciao. Okay ? Et là, je suis en train de vous montrer juste une vue. Okay ? Et cette vue n'a aucune pertinence pour vous si vous ne connaissez pas le constat qui se cache derrière la mise en valeur de cette offre, le fait de pouvoir naviguer parmi les coloris du produit, le fait d'avoir replacé et donc d'avoir gagné de l'espace ou de communiquer la contenance de manière beaucoup plus visuelle sur le produit, d'avoir gagné de l'espace aussi sur la partie add to cart et sélecteur de quantité. Et j'ai plein d'autres exemples qui sont dispo sur cette page, du moins j'en ai mis quelques-uns, quelques bugs. Petit bug sur la flèche de mon slider, je ferai remonter ça. Donc, comme je disais, on va rassembler nos hypothèses les plus pertinentes sur des maquettes afin de les définir visuellement et de vous projeter vers un résultat final. Le but, c'est de se dire, tiens, dans le livrable de l'audit, je vais te donner plein de tâches. Par exemple, je vais te dire de mieux formuler ton offre, d'avoir le prix par mug, etc. etc. Ça, c'est une tâche, voire même divisée en 3 sous-tâches parce qu'il y a plein de micro-variables à l'intérieur de cette tâche-là. Ça, c'en est une aussi, le sélecteur de couleurs. Ensuite, on va avoir la partie review ou la contenance, etc. etc. Tout ça, c'est des hypothèses d'amélioration qui ne doivent pas être considérées comme une vérité absolue parce qu'on peut se tromper, parce qu'on doit le soumettre au trafic et parce qu'encore une fois, si le trafic réagit bien à l'offre, il y a sûrement quelque chose de plus impactant à aller creuser sur cette offre et sur la manière dont on l'a faite. Donc on pourra peut-être jouer sur les quantités, proposer 3 mugs par défaut ou aller plus loin sur le nombre de mugs qu'on propose au total. Bref. Par contre, pour aller à la fin de ce que j'ai envie de te dire, généralement, le client aime bien voir ce qui va se passer après les itérations, vers où on va aller, quel est le résultat final. Et c'est un peu le but des maquettes qu'on va faire.
Donc là, ce design, il sert autant à définir la tâche offre, évidemment ranger le design à l'intérieur pour la communiquer visuellement au client. Il sert au développeur, à la personne qui va récupérer cette tâche pour aller l'intégrer, pour qu'il n'ait pas à deviner évidemment ce qu'on a envie de communiquer et ce qu'on a envie de faire. Donc ça sert aussi à anticiper les retours qui vont se passer une fois que le développement a été fait, parce que c'est très coûteux. Le développement, c'est un des pôles les plus coûteux de la boîte. Et donc comment on limite le coût en développement? On limite en partie les retours qu'on va faire ou qu'on va recevoir une fois qu'une tâche a été développée. Et évidemment, on éclaircit au maximum la tâche, autant pour le client que pour le développeur. Comme ça, tout est clair et on sait exactement de quelle manière on va l'implémenter. Voire même là, dans la technique, si je pousse un petit peu plus loin, il y a deux manières de faire une offre sur la quantité. Soit on va jouer avec les quantités pures et donc on va ajouter plusieurs fois un SKU. Soit on va jouer avec les variantes si le client final n'a pas forcément de grosses contraintes en termes de logistique. Tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. À la fin, toutes ces maquettes, on les met ensemble, on te projette vers un résultat final. Très probablement que ce résultat final, dans 3 mois, dans 6 mois, quand on aura pratiqué des tests, ne ressemblera pas à ça. Mais au moins, on aura un fil conducteur, on saura à peu près vers où on va. Et si on l'a adapté, c'est parce qu'il y a une raison. Donc là, si je reprends avec toi, c'est juste pour bien te dire que dans ces solutions, on regroupe ensemble pour se projeter, mais on va les découper et on va les tester au fur et à mesure en découpant chaque variable, comme l'indicateur de stock, le fait de bien communiquer combien il y a de gummies à l'intérieur du pot, l'offre sur la quantité et les réductions pratiquées sur l'offre sur la quantité, les interactions qui vont se passer au clic sur cette offre, les délais de livraison, les trucs dans le genre, etc. J'ai que des fiches produits, c'est intéressant, mais j'ai aussi là un menu par exemple sur Float, donc un élément à mettre en avant dans ce cas-là, c'est la capture de mail. Le fait de rendre le menu beaucoup plus visuel, vous pouvez aller sur le site, vous verrez que dès qu'on déroule, au lieu d'avoir des éléments bêtes et méchants textuels, on va avoir l'image qui représente le sous-élément qui fait partie de la collection qu'on veut mettre en avant. La partie boutique qui n'est pas forcément faite pour être cliquée, mais qui rassure parce qu'on sait que le produit est présent dans des points physiques. Il y a plein de choses qui sont aussi très psychologiques dans la manière dont on développe et dont on fait nos analyses. Et là, j'ai que le après, mais je devrais avoir le avant qui est un peu caché, en dessous. On ne le voit pas forcément s'il se détache, mais peut-être beaucoup trop petit. Okay, donc c'est juste pour te donner un exemple sur quelques solutions qu'on met en place, la manière dont on les structure, mais aussi et surtout la manière dont on va les découper pour pouvoir les tester et les intégrer au fur et à mesure sur le site. Notez aussi qu'optimisation ne veut pas forcément dire développement. Okay, vous n'avez pas besoin de toucher à la technique pour implémenter la plupart des conclusions qui sortent d'un audit CRO ou une bonne partie d'entre elles. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications qui vont toucher au visuel du produit, parce qu'à la fin, c'est plus ou moins ce que le client achète, donc il faut briser pas mal d'objections à l'intérieur des visuels produits, montrer le produit sous tous ses angles, faire un zoom sur les matières, etc. etc. Ça dépend. Les recommandations vont dépendre de votre boutique, typologie de produit, etc. Va y avoir beaucoup de copywriting, donc la manière dont tu structures ton titre, où est-ce que tu vas placer les bénéfices produits, quels bénéfices produits tu mets en avant, comment tu justifies les fonctionnalités, les bénéfices grâce aux fonctionnalités du produit, etc. La copie de ta structure de fiche produit. Naturellement, tout ce qui va être plus bas dans ta fiche produit sera obligatoirement un petit peu moins impactant que ce qu'on va trouver en haut, parce que les gens scrollent pas ou peu, on se rend compte qu'un scroll ça coûte cher et qu'on a peu de gens qui vont découvrir le bas, voire même la moitié de ta fiche produit. Donc c'est important aussi de concentrer l'information vers le haut. C'est un peu ce qu'on va retrouver, les points communs qu'on va retrouver sur toutes les maquettes et toutes les solutions qu'on propose. Et voilà. Donc maintenant, l'audit CRO, il peut être mené à n'importe quel moment, mais à une seule condition, c'est que tu aies du trafic et que tu aies de l'historique dans tes données, parce qu'on va se servir de cette donnée et l'audit sera naturellement incomplet si on n'a pas de données sur lesquelles s'appuyer. Donc si tu es une boutique qui vient de se lancer, qui est en train de faire tes premières itérations sur tes régies publicitaires, qui n'a même pas encore d'email en place, je ne te recommande pas de faire un audit CRO tout de suite. Premièrement, parce que ça peut être coûteux. Deuxièmement, parce que ça va surtout te faire perdre en focus, là où toi ton rôle c'est de t'orienter de base sur les fondations de ta boîte et sur ton acquisition de trafic. Donc sache-le, je refuse pas mal d'appels via Deployer quand le trafic est pas assez élevé ou le nombre de transactions quotidiennes ne l'est pas non plus. Et ce que je recommande toujours, c'est de se concentrer sur le prix, les offres, les bienfaits du produit, les visuels, et à peu près tout ce qui forme un peu le haut de la pyramide qui va être très impactant et qui forme les fondations de ta boîte, ta proposition de valeur, etc.
Donc maintenant que c'est dit, en plus de vous apporter du résultat, le rôle de notre audit, de The Deployer de manière générale, c'est certes de vous apporter de la valeur, donc du résultat sur votre chiffre d'affaires et surtout sur votre revenu final, donc sur votre marge nette, mais c'est aussi et surtout de vous fournir une image beaucoup plus claire de votre prospect, client et donc des personnes qui naviguent tous les jours sur votre site, des choses auxquelles elles sont réceptives ou non, pour savoir vers quoi creuser, adapter potentiellement votre communication sur les réseaux et sur tous les canaux que vous avez à l'intérieur de votre tunnel de vente, jusqu'aux emails. Notez que ça s'appuie sur de la donnée, donc c'est ce que je disais au début, si votre trafic n'est pas stable et que vous ne générez pas des ventes de manière quotidienne, il est trop tôt pour pratiquer un audit de conversion. J'ai mis Shopify Plus parce qu'on est spécialisé sur Shopify. Naturellement qu'un audit CRO peut être mené sur n'importe quel tunnel de vente, même en dehors du e-commerce, sur des landing pages, sur des infoproduits, sur des boutiques WordPress, peu importe, c'est juste nous qui avons décidé de nous spécialiser sur Shopify. Pourquoi? Parce qu'on offre un service complet. Certes, on détache la partie audit, mais après, il faut être capable d'implémenter, de tester, de mesurer les changements qu'on veut faire. Et Shopify, c'est la plateforme qu'on maîtrise sur laquelle on est capable de créer, de mettre en place et de tester tous les composants que vous avez déjà vus sur une boutique e-commerce. Nos seuls freins, c'est les freins que Shopify lui-même nous impose, comme le fait de ne pas pouvoir toucher au checkout hors Shopify Plus. Et c'est la raison pour laquelle on est simplement focus sur Shopify. Quelles pages doivent être auditées pour améliorer votre taux de conversion? J'avoue que c'est un peu une question qui est liée au SEO. Mais globalement, toutes les pages doivent être auditées. Je vais passer vite fait. Toutes les pages de votre site doivent être auditées, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'on doit simplement voir s'il n'y a pas des fuites d'utilisateurs ou simplement des bugs dans l'expérience globale. Mais naturellement, on va se concentrer sur les pages qui reçoivent le plus de trafic et celles qui ont la plus forte valeur. Donc aujourd'hui, ta page qui a la plus forte valeur, ou du moins les 3 étapes de ton funnel qui ont la plus forte valeur, c'est les 3 étapes de ton checkout. Ensuite, c'est ton panier. Ensuite, ça va être ton best-seller. Ensuite, ça va être l'endroit qui reçoit le trafic. Donc soit ça va être une page produit, soit une collection, soit ta homepage. Et généralement, on va se baser sur ces vues-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder les comptes utilisateurs, qu'on ne va pas regarder les emails qui sont lancés, qu'on ne va pas regarder l'acquisition pour comprendre le niveau d'éducation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder le blog parce qu'il peut y avoir beaucoup de trafic organique qui est très peu exploité. C'est généralement souvent ce qui arrive. Mais on va quand même se concentrer et faire la plupart de nos recommandations là où on va aller vraiment chercher de l'impact. 80-20, on se concentre là où on peut aller chercher du résultat le plus rapidement possible. Et pour aller plus loin, en plus d'auditer vos pages, il va falloir auditer vos pages sur plusieurs navigateurs et sur plusieurs devices, à savoir mobile, ordinateur, tablette, etc. Ok ? Étape à suivre pour mener un audit CRO en e-commerce. On y est. Alors, la première étape, c'est de s'appeler. Donc, tu peux réserver un appel juste en bas de cette vidéo. On va tout mettre à plat. Je vais te poser des questions de base. Donc, présente-moi la marque avec tes mots. Pourquoi tu as créé cette marque? Où est-ce que tu vas? Quelle est ta proposition de valeur? Quelle est ta source de trafic principale? Est-ce que tu en as plusieurs? Est-ce que vous faites des itérations sur les créas? Quel est l'angle qui fonctionne le mieux? Évidemment, les meilleures questions se cachent après. Et tu peux réserver un appel juste en dessous. Aïe. D'expérience, lors de cet appel, on apprend toujours des choses qui vous paraissent évidentes, mais qui sont très mal ou pas du tout mises en avant sur vos fiches produits. Donc c'est un premier pas parce que on apprend beaucoup de choses sur la manière dont tu parles de ton produit qui ne sont pas forcément communiquées à l'intérieur de tes fiches produits et donc à tes utilisateurs. Et ça, c'est dommage. Et notre but, ça va être après, évidemment, d'aller le formuler. Donc, on analyse tes concurrents dès qu'on lance l'audit. C'est le premier truc qu'on fait. Concurrents en France, aux US ou ailleurs. Le but via ces concurrents-là, ça va être de comprendre et de capter des patterns, donc des choses qui se répètent chez eux sur la manière dont ils parlent de leurs produits, dont ils structurent leurs offres, dont ils mettent en avant leur visuel, dont ils mettent en avant de la vidéo, du produit en utilisation, etc. Pour le formuler dans une grosse boîte à idées, plus ou moins, tu vois, triée par ordre d'impact, dans laquelle au moins on a une vue d'ensemble de l'environnement dans lequel tu es et on pourra s'en servir aussi pour mieux formuler et affiner nos solutions parce que parfois ça peut se jouer aussi à un design ou une micro-information contenue à l'intérieur d'une grosse fonctionnalité. Qui dit optimisation de conversion, pendant que j'y pense, dit pas forcément développement comme je disais tout à l'heure. Ça peut être du copywriting ou des visuels, mais dit pas forcément gros changements, tu vois. Ça peut être parfois une mention de texte sur la taille du mannequin qui porte le vêtement sur l'image, qui permet à l'utilisateur de mieux l'identifier, qui parle à propos des garanties, etc. Et qui était un gros frein pour un bon nombre d'utilisateurs, qui est souvent inconscient, sur lequel vous avez peu de données et donc peu de ressources, et donc sur lequel vous n'auriez pas forcément fait ce changement. Ok ?
Ensuite, on arrive sur la partie analyse de données quantitatives. Ce texte n'a aucun rapport avec cette étape, je le changerai. Mais globalement, on va repasser déjà d'une sur la vitesse de chargement de ton site, GTmetrix, Lighthouse, mobile, desktop. On va le faire sur la plupart des pages ou les vues principales. On veut comprendre les scripts qui mettent du temps à charger et qui tuent ton temps de chargement. On veut savoir aussi si on doit retaper ton site sur une nouvelle base. Sache qu'on fait des refontes dans la boîte, mais on fait seulement des refontes au pixel près sur une base saine si il y a un problème de temps de chargement. Pourquoi? Parce que ça va être un frein auquel tu vas être confronté et qui va être de plus en plus frustrant, freinant avec le temps. Et donc, voilà. Donc, il y a des bases qui sont mal faites sur des thèmes Shopify. Pourquoi? Parce que les fichiers de CSS, de JavaScript ne sont pas forcément découpés, ils sont chargés sur toutes les pages. Parce que tu as installé des dizaines, voire des centaines d'applications que tu as testées, que tu n'utilises même plus, mais qui ont des résidus dans ton code, etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir un impact très rapide, mais il y a des choses sur lesquelles on sera saturé. Nous, on veut juste identifier via la vitesse de chargement si on va être saturé, si ça va être un problème d'ici 2, 3 ou 6 mois, et si ça vaut pas le coup de repartir sur une base saine dans lequel on va refaire ton funnel à l'identique. Les seules refontes qu'on fait, on les fait au pixel près, je te jure, parce qu'on ne veut pas changer de variable, parce que ton funnel marche bien et tu as certains utilisateurs qui y sont déjà habitués, et qu'on veut récupérer de la donnée sur les choses qu'on va faire pour apprendre des choses et pour être sûr que ça apporte du résultat et que ça n'a pas d'impact négatif sur tes perfs. Ensuite, il y a l'analytics. Donc, il y a une partie qui est liée à la remontée de données, s'assurer qu'elle est bonne et qu'on peut s'appuyer sur ces données-là. C'est la base, mais ça peut paraître évident aussi, mais il faut le faire. Et puis ensuite, juste rentrer beaucoup plus en détail sur les données que tu as récoltées sur Analytics ou sur Shopify. Évidemment, toujours comparer les deux, mais sur Analytics, tu as quand même beaucoup plus d'infos. Tu peux faire des rapports beaucoup plus poussés sur les taux de rebond, sur les pages d'atterrissage, en retirant ton trafic organique de tes calculs, etc. pour aller chercher la petite bête et le truc que tu ne peux pas forcément voir à l'œil nu. Ensuite, analyse de données plus qualitative. Donc là, on a déjà pas mal d'infos. Dis-toi, juste avec l'analyse de concurrents, le petit call qu'on s'est fait ensemble et les données quantitatives, on a des infos. Mais des étapes, il y en a 8. Hein. Donc on va continuer. Donc, analyse de données qualitatives. Là, heatmap, scrollmap, screen recording. Donc, sur les heatmaps, généralement, on les exploite pas à 200%. Parce qu'on n'a pas envie de perdre de temps. Pareil sur les screen recording, parce qu'en fait sur des outils comme Lucky Orange ou Hotjar, tu peux très facilement passer ta journée, voire ta semaine, à regarder des screen recording comme ça, attendre et à regarder des gens se balader sur ton site, sans ne rien apprendre ou en apprenant des choses qui ne sont pas très pertinentes. Donc déjà, le fait de mener l'analyse quantitative avant nous permet de savoir vers quoi se pencher quand on va faire l'analyse quali. Okay, en plus, sur les heatmaps, ce qu'on a envie de savoir, c'est là où les gens rage-cliquent, là où les gens ne cliquent pas du tout, pour clean un petit peu ton site et les liens qu'il y a dessus. On veut savoir là où les gens reviennent en arrière, s'ils se sont trompés dans le clic qu'il y avait, si des choses paraissaient cliquables et qu'elles ne l'étaient pas, etc. Scrollmap, on va savoir le niveau d'information qui est découvert par la plupart des utilisateurs, par exemple. Ça peut compléter potentiellement ton taux de rebond ou autre. En tout cas, ça complète des informations qu'on peut aller chercher sur l'analyse quanti. On a aussi le parcours des utilisateurs, on voit leur souris, on voit où ils se baladent, ce qu'ils font, où ils s'arrêtent, boum. Donc tu vois, ça reste des choses qui sont intéressantes, des choses sur lesquelles il ne faut pas forcément se perdre parce qu'on veut chercher de l'info. Je te mets un exemple de recherche. On est avant tout ici pour chercher des actions qui sont game changer. On ne va jamais tester la couleur de ton bouton à tout carte. Il y a des règles, ton bouton à tout carte, il doit ressortir, il doit être visible. L'utilisateur doit savoir naturellement, sans forcément réfléchir là où tu as envie de le guider et là où il faut cliquer pour aller à l'étape suivante. Par contre, on a envie quand même de tester des choses qui sont game changer sur tes perfs. On ne va jamais tester ton bouton à tout carte. Pourquoi? Parce qu'on va monopoliser un test pendant 2 semaines, voire 1 mois en fonction de ton trafic, voire 6 mois en fonction de ton trafic et du trafic qu'on doit récolter pour faire un test de couleur de bouton à tout carte, et c'est pas game changer, ok? Ce qui est game changer, c'est tes prix, tes offres, on reviendra dessus. Donc on cherche des actions qui ont pour but de secouer tes performances, et les détails qui sont à identifier, c'est sûr, mais ce ne sont pas eux qui feront passer d'une marque break-even à une marque rentable ou plus, tu vois, sans toucher à son budget publicitaire. Exemple, là on se rend compte que les gens cliquent sur l'offre x3, x5, x7, écoute, c'est très bien. Rendre des éléments à droite du sélecteur de quantité, ça paraît assez évident de les rendre cliquables pour faciliter l'expérience de l'utilisateur au global, mais c'est pas ça qui va skyrocket tes sales, tu vois. Donc ça on le
met dans les quick wins, on le rend cliquable et ciao. Ensuite, analyse des interactions et comportements de vos utilisateurs. Là, le but, c'est juste d'aller sous les posts de publicité, d'analyser les reviews que vous avez choisi de ne pas publier, d'analyser les posts en organique, etc. Juste de capter des patterns, encore une fois, des questions qui sont les plus fréquemment posées, qui peuvent exprimer des potentielles objections à l'achat, le fait que l'utilisateur soit dans l'attente, qu'il n'y ait pas d'interaction, qu'il se pose des questions sur la confiance qu'il peut accorder à votre boutique, etc. Et ça vient encore confirmer plein de choses qu'on a potentiellement déjà trouvées sur votre site et en plus par votre utilisateur. Et ça, c'est une pépite. Donc ça, il faut le garder. Analyse d'interaction et de comportement. Pour aller plus loin, on pourrait appeler vos clients. Ça prend un temps fou et on trouve déjà tellement d'informations là-dessus. Peut-être qu'on arrivera en fait à un moment à appeler vos clients ou avoir un process ou une personne dédiée à ça. Pour l'instant, je peux te jurer qu'on ressort tellement avec tellement de matière sur les boutiques qu'on audite et même sur la tienne. Par contre, si tu es un e-commerçant, je te conseille de le faire. Voilà. Je connais pas grand monde qui le fait, mais tous ceux que je connais qui l'ont fait ont tiré des enseignements qui sont pépites et des choses à intégrer sur leur site qui ont eu un impact très positif. Pour ce faire, il y a des règles quand tu appelles tes clients. Il faut que tu aies le même script, que tu poses les mêmes questions à chacun de tes clients, que tu captes encore une fois les patterns dans les réponses qu'ils vont te faire, leur discours, comprendre les mots qu'ils utilisent, etc., la manière dont ils réfléchissent. Tout ça, c'est super important à prendre en compte parce que ça va permettre aussi d'orienter ton discours en plus de faire des modifications techniques, on va dire, sur ton site. Analyse de votre acquisition de trafic et créative, simplement pour comprendre le niveau d'éducation des personnes et les différentes régies qui tournent, donc les modifications qui vont arriver depuis le réseau de recherche et les modifications qui vont arriver depuis les personnes très froides qui vont vous connaître depuis la publicité pour la première fois et les personnes très froides ou moins froides qui vont vous connaître sur du retargeting ne sont pas les mêmes. Donc on doit le comprendre. Je vais lire un peu le contenu, tu vois. Donc il est rare, sur une boutique e-commerce, généralement, il est rare de voir des variations de discours. Je dis ça, je pense à une vidéo que j'ai fait récemment sur la création de landing page ou du moins de variations de discours pour aligner le discours avec tes créas. Parce qu'en fait, le but sur ta régie publicitaire, c'est de lui envoyer un max de variations. Donc un max de discours, de hooks différents. Parce que lui, il a un algo derrière qui va tout mélanger et puis il va concentrer le budget au bon endroit sur la bonne audience. Et parfois sur des audiences différentes avec des créas qui sont propres à leurs audiences-là. Malheureusement, sur ton site, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas donner 15 versions de ton site et dire à Shopify, tiens, tu le montres seulement aux vieux, aux moins jeunes, aux femmes ou aux plus jeunes. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, ce qui est possible, c'est de faire des tests. Et c'est de se dire, tiens, on a une créa qui marche bien sur cette typologie d'audience. Je vais aligner ce discours et faire pointer cette créa vers la page d'atterrissage 1 qui a un discours écologique. Et puis, je vais faire pointer la créa économique vers la page 2 qui a un discours économique. Et puis, je vais faire pointer la page 4 qui a un discours plus orienté sur la créa 4 qui a un discours plus orienté sur la santé vers la page santé, etc., etc. Encore une fois, ce n'est pas à faire tout de suite, mais c'est des changements qui ont beaucoup d'impact parce que tu gardes de la cohérence dans ton funnel. Nous, ce qu'on veut faire pour reprendre, ton rôle, c'est d'envoyer de la variation à la plateforme publicitaire. Le rôle de la plateforme publicitaire, c'est de concentrer le budget investi au bon endroit. Notre rôle, c'est déjà de comprendre comment la plateforme publicitaire fonctionne parce que le trafic est venu de là, tu as détourné son attention ou alors il t'a recherché. Et puis, notre rôle, c'est d'identifier les discours gagnants, différentes manières de parler de ton produit et les raisons pour lesquelles elles ont attiré l'attention de ton utilisateur pour adapter du copy, du discours, de la structure ou des features directement sur ton site. Enfin, pas mal d'informations, tu vois. On avance plutôt bien. Mais le site Shopify en lui-même, on n'en a pas parlé encore. Et en effet, maintenant, une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, il est temps de passer sur le site. Donc, on a trouvé plein d'informations dans les étapes précédentes, mais on n'a pas encore ouvert le site. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les généralités, elles n'apportent pas ou peu de résultats. Donc, généralement, la personne qui arrive sur ton site et qui va dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, sans être allé voir ce qui se cache sous le capot, je te dirais quand même de t'en méfier. Il y a des gens qui ont de l'expérience. Il y a des média buyers qui ont dépensé un budget monstrueux sur des grosses boutiques, mais ce ne sont pas des CRO. Et oui, il y a du bon sens et il y a des choses à appliquer. Évidemment, si tu as une fuite ou un blocage dans ton funnel, il faut le remonter. Mais généralement, je te conseille de passer par ces étapes-là, même si tu le fais très légèrement, même si tu t'en fais qu'une seule, mais tu le fais très bien avant de passer sur ton site, parce que ça va te permettre déjà d'identifier des points de friction et de savoir où aller regarder quand tu vas cliquer sur les éléments de ton site, charger les pages, les tester sur mobile, sur desktop, sur tablette, etc., etc., etc. Donc,
On a trouvé plein d'informations dans les étapes précédentes, mais on n'a pas encore ouvert le site. Et pourquoi? Parce que les généralités, elles n'apportent pas de résultats. Ok, donc s'il y a quelqu'un qui te dit les sticky add to cart, c'est le truc à mettre sur 100% des sites, les sticky add to cart, ça marche tout le temps, j'ai 3 tests au minimum, j'ai 3 exemples d'AB tests qui te prouvent que le sticky add to cart n'apporte pas de valeur. Et je ferai très probablement une vidéo sur 5 ou 10 tests qui semblent contre-intuitifs parce qu'en fait, nous, on a aussi voulu remettre en question la manière dont les gens ou ce qu'on trouve comme contenu sur YouTube ou ailleurs nous éduquent à améliorer un taux de conversion. Et la plupart du temps, ça s'est avéré faux. Il y a quand même des choses qui marchent, mais dans certains cas et pour une certaine raison. Et notre but avant, c'est d'identifier cette raison et puis ensuite, on va aller passer sur le site et voir dans quel cas on peut l'appliquer. On est conscient que... on en est conscient et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, vous proposer des améliorations bateau sorties de notre chapeau. En revanche, passer sur le site après 5 phases d'analyse différentes et approfondies devient la cerise sur le gâteau. C'est vrai que c'est là où on s'éclate le plus parce que je connais ton site par cœur en fait. Quand je suis passé par ces étapes-là, je sais ce qui se passe, je sais comment ça tourne, etc. etc. Comme je te disais, je sais ce qu'il y a sous le capot, j'ai plus qu'à checker les POC sur la carrosserie. C'est facile, tu vois, c'est la dernière étape. Je t'ai mis une petite définition, tu pourrais la checker sur le site si tu veux. Création de solutions pour optimiser le taux de conversion de votre boutique en ligne. C'est un titre qui est très long, mais encore une fois, c'est fait pour ranker. C'est bon, on a tout ce qu'il faut pour établir une feuille de route CRO pour votre boutique commerce. Donc, comme je vous le disais plus haut, les solutions elles sont catégorisées en 4 types d'actions: bug, vitesse de chargement, quick win, CRO, hypothèse d'AB test. Par contre, le plus important, c'est l'ordre dans lequel on va traiter ces tâches. Donc, comme je t'ai dit, les bugs, on va toujours les placer tout en haut parce que c'est des problèmes, c'est obvious, il faut le régler tout de suite. Par contre, on va devoir établir et donner un score à ces tâches-là pour savoir dans quel sens on va les placer. Et c'est pas nous qui allons le décider, c'est le score. Donc, déjà, on va associer un constat à chaque tâche, donc la raison pour laquelle elle existe. Ensuite, on va scorer sa difficulté d'intégration. On parle purement de technique. Son impact potentiel en fonction de sa position dans le tunnel de vente, hein, c'est lié. Est-ce que c'est une page à forte valeur ou non? Son objectif, quelles données on vise, et il faut que ce soit en accord avec l'objectif de toi et de ta boîte, donc là où vous voulez aller, etc. etc. Je ne peux pas non plus tout vous dire parce qu'il y a plein de choses qui permettent d'attribuer un score à une tâche, mais pour ça, il faut passer par l'audit The Deployer. On peut déjà en parler en appel si tu veux. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces propriétés liées à une action nous permettent d'établir un score final, donc de connaître l'ordre d'intégration de chaque tâche et donc quel test on va faire dans l'ordre. Combien coûte l'audit de ma boutique en ligne? Le coût de l'audit CRO, il dépend naturellement de tes besoins et de la complexité de ta boutique. C'est sûr qu'une boutique qui vient d'être lancée il y a 6 mois, qui est en plein scaling, qui n'a qu'une seule source de trafic, elle est beaucoup plus facile à auditer qu'une boutique qui a 3-4 ans d'existence, qui cumule 5 à 10 sources de trafic différentes, qui a un pilier organique qui est super solide, contre une boutique qui a un seul produit, vs une boutique qu'on a 5 ou 600, et donc qui a un gros catalogue sur lequel tourner, qui a des variations de structure de fiches produits, etc. etc., etc. Tout est différent, la structure de ton compte publicitaire, le niveau d'éducation des utilisateurs et le prix peut varier en fonction de la taille de cette boîte. Et c'est normal. En tout cas, je serais ravi d'en parler avec toi, que tu sois une jeune boîte ou une boîte plus avancée, que tu aies une seule ou plusieurs sources de trafic. On est habitué à peu près tous les cas de figure jusqu'à des boutiques qui sont présentes sur 7-8 marchés différents et sur lesquels on audite tous ces marchés-là en même temps que le marché principal. On reste quand même spécialisé sur le marché français, mais tout est propre à ta boutique, autant les constats et les solutions qu'on va te proposer que le pricing. Maintenant, si tu cherches une petite fourchette juste pour te donner une idée, je dirais qu'un audit CRO correct, ça va entre 2K et 5K. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Maintenant, voilà, c'est propre à ta boutique. Il faut qu'on en parle pendant un appel. Il faut qu'on mette tout à plat. Il faut qu'on sache si c'est le bon moment pour toi de faire cet audit-là. Et puis, évidemment, c'est en accord avec la valeur qu'on apporte, voire même avec toutes les étapes qu'on a descendues 2 à 5K pour la plupart des audits qu'on fait, et en sachant à peu près ce qu'on délivre ou ce qu'on peut retrouver comme information après être passé par toutes ces étapes-là, c'est généralement très ridicule par rapport à toute la valeur que ça apporte dans les implémentations et dans la roadmap. Et ça donne du sens à des boîtes qui n'ont jamais pratiqué d'AB test, qui ont toujours modifié leur site sur la base d'intuition, ou à chaque fois qu'il y avait un client qui te disait « tiens, il y a ça qui ne va pas ». Donc ça change vraiment drastiquement ta manière de penser ton site et de penser les prochaines modifications que tu vas appliquer sur ton site, et ça fait du bien
à tout le monde. Donc que faire après un audit CRO? Donc ça c'est la question, c'est la grande question. Naturellement après l'audit CRO, il faut mettre en place les solutions proposées dans le rapport. Donc dans un premier temps, il faut corriger les bugs, c'est la base. Ensuite, il faut intégrer les quick wins. Il y a beaucoup de quick wins que tu pourras intégrer en supprimant des choses qui existent déjà sur ton site, mais il y aura sûrement et très probablement besoin de techniques pour une partie d'entre eux. Et puis après, il faudra mettre en place des A/B tests. Pour mettre en place des A/B tests, il te faudra du trafic. Au minimum 1000 transactions par mois parce que tu as besoin de transactions, surtout si tu veux améliorer ton taux de conversion, il te faut des conversions. Et il te faut du trafic parce qu'il ne faut pas qu'un cycle de test dure trop longtemps et faut qu'il reçoive un maximum de sessions et surtout de transactions pour pouvoir juger. Le nombre de transactions requises pour un A/B test va dépendre de l'impact du test qu'on va faire. Naturellement, on tirera une conclusion beaucoup plus rapide si on fait un test de prix et qu'on fait x10 ou même juste 10% de plus sur ton prix et qu'on compare au prix actuel. Alors que si on change juste la couleur de ton bouton to cart, ça n'a rien à voir. Voilà, ces deux impacts qui sont à des années-lumière. Sur la partie bouton to cart, il faudra des centaines de milliers de sessions, alors que sur la partie offre, tu pourras déjà tirer une conclusion avec quelques dizaines de milliers de sessions. Il est important de ne pas se précipiter pour tout mettre en place en même temps. Le but, ce n'est pas de prendre toute la roadmap d'intégration où il y a 5-6 mois de boulot. S'il y a 5-6 mois de boulot, il y a une raison. Et de tout intégrer d'un coup. Non, parce qu'il peut y avoir des choses qui impactent négativement ton site. Ces choses-là, on doit les identifier, c'est super important. Déjà pour ne pas impacter négativement ton site, mais surtout pour savoir à quoi ne réagit pas positivement ton trafic. Donc il est recommandé de prioriser les éléments en fonction de leur impact potentiel. C'est ce qu'on a fait en scorant toutes les tâches qu'on a vues pendant la partie solution et de les implémenter progressivement et surtout de les tester grâce à des splits de trafic où on va montrer la fonctionnalité d'un côté ou l'autre, on va rediriger la personne vers un produit ou vers un autre si on veut faire des tests un petit peu plus avancés, etc. etc. Si ça vous intéresse d'aller plus loin sur la partie service, implémentation, A/B test, j'ai plein de ressources qui en parlent sur le site. Si ça t'intéresse simplement d'aller plus loin, mais d'avoir des conseils qui sont propres à ton expérience et à ta boutique, eh bien, je t'invite à réserver un appel et je serai ravi d'en parler avec toi. C'était Thomas, c'était Physique et on se retrouve dans une prochaine.